Bonjour et bienvenue à Un Monde Sain, le programme qui va vous révolutionner votre santé. Je suis Anne du blog et la chaîne YouTube Veggie Magnifique. Et dans l'équipe aujourd'hui, on a diététiste et nutritionniste Anne-Marie Roy de la clinique Renversante. Bien sûr, on a le docteur Neil Barnard de PCRM, autrement dit, le comité des médecins en français. Aussi, on a ma co-host Noémie Demey de Mimi's Delicacies qui va nous rejoindre un peu plus tard pour partager une recette délicieuse. Et on a des invités de choc aujourd'hui. On a le docteur Sébastien Demange et puis on a le docteur Nadège Blo. Aussi, on a praticienne en Ayurveda, Archana Nagalingam. Alors, c'est parti pour une émission sur la grossesse, l'allaitement, mais aussi les aliments pour les bébés. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va parler des mythes. C'est clair qu'il y a beaucoup de mythes autour de la grossesse et du véganisme. Alors, Sébastien, est-ce que tu as un mythe à partager que tu entends souvent ou... Oui, tout à fait. Ce que j'entends souvent en consultation ou en dehors d'ailleurs, c'est de dire que pendant la grossesse, on a besoin de fer. Ça, c'est pas un mythe, ça c'est vrai. Mais les gens l'assimilent tout de suite à, du coup, on a besoin de viande rouge. Et là, clairement, c'est plus vrai, quoi. Là, on est vraiment dans l'ordre du mythe au niveau alimentaire. Donc, c'est sans doute l'un des plus fréquents que j'entends dans ma pratique, voire en dehors aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors, Nadège, est-ce que tu as un mythe à partager peut-être à propos de la diversification ou l'introduction des aliments? Moi, ce que j'ai pu beaucoup entendre, c'est que les tout petits doivent consommer des produits animaux pour bien grandir, et que voilà, s'ils en consomment pas, c'est que effectivement, leur croissance va être très mauvaise, et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On peut aussi avoir une alimentation avec des produits animaux et qui est déséquilibrée, qui ne permet pas une bonne croissance, et une alimentation végétalienne, une introduction d'aliments végétaux dès le début, qui peut être équilibrée et permettre une bonne croissance sans aucun souci. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Arsena, est-ce que tu as eu des mauvais conseils pendant ta grossesse, hein? Pendant ma grossesse, un peu comme ce que disait Sébastien sur la viande, où c'est drôle parce que dans ma culture, moi, il y a beaucoup de végétariens, et comme mes parents ont grandi en France, ils le sont pas. Et ils étaient persuadés qu'il fallait que je mange de la viande aussi. Ils étaient là, mais si tu veux construire un enfant dans ton corps, il te faut que tu manges de la viande, ça te donnera des forces. Et au début, c'est un peu énervant quand même. Ouais. Et Anne-Marie, est-ce que tu pourrais partager un mythe aussi, quelque chose que tu as entendu ou tu n'arrêtes pas d'entendre? Oui, souvent, on entend que les mamans en période de grossesse doivent manger pour deux. Donc, ils Oui. s'imaginent qu'ils peuvent manger des grandes quantités. Et je sais que toi, tu avais une belle réponse par rapport à ça, hein? Ah ouais, non, mais c'était ma mère qui me disait, bah, tu sais, Anne, il faut manger pour deux maintenant. Et je dis, oui, maman, mais le deuxième, c'est la taille d'une olive quand même. Tout petit. Et Neil, est-ce que tu as un mythe à partager que tu entends? Oui, c'est exactement la même chose. Pour le calcium, il faut boire du lait et pour la protéine, il faut manger de la viande. C'est un peu partout, c'est comme ça. C'est clair. Il y a des Ouais. mythes qui courent partout, mais il reste quand même des mythes. Oui, Alors, c'est exact. exactement. Alors maintenant, on va parler avec le docteur Demange à propos de la grossesse et l'allaitement. Alors le docteur Sébastien Demange, en fait, il est spécialiste en médecine générale. Il est membre de l'Observatoire national de l'alimentation végétale, spécialisé dans les aliments végétaux. Et il est aussi intervenant, notamment, au sein du diplôme universitaire alimentation végétarienne Paris-Sorbonne. Alors, bienvenue Sébastien, merci d'être ici. Merci de m'avoir convié pour parler effectivement de la grossesse et de l'allaitement au niveau de l'alimentation. Qu'est-ce que vous répondez quand quelqu'un vous demande est-ce que c'est une bonne idée d'adopter une alimentation végétalienne lorsqu'on est en période de grossesse ou en allaitement? Vous répondez quoi à ça? Que c'est vraiment une bonne idée, effectivement.
Alors déjà, pour la grossesse, on a montré quand même qu'il y avait beaucoup moins de diabète gestationnel, notamment quand on avait une alimentation type végétarienne ou végétalienne. Donc ça, c'est quand même déjà assez bénéfique. Et on peut vraiment avoir une grossesse et après allaiter en ayant une alimentation à base de plantes. Donc c'est vraiment possible. Ça, on a un assez bon consensus là-dessus. Après, il y a des points un petit peu d'attention. Voilà, mais comme dans toute grossesse, hein, on disait à un moment donné, moi je réponds quand on me dit manger pour deux, je dis non, il faut manger 2 fois mieux. Alors c'est un petit peu C'est il y a ça, cette idée-là que Excellent. Sébastien, est-ce que tu pourrais partager les avantages principaux de l'allaitement? Et aussi, je pense que ce serait chouette de savoir combien de temps les femmes devraient allaiter. Alors, pour ces 2 questions, alors effectivement, l'allaitement, on sait que ça crée un lien particulier entre la mère et l'enfant. On a les études qui montrent que c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour le développement. Alors, faut pas culpabiliser non plus, hein, si c'est pas possible pour certaines raisons, on a des solutions qui existent. Après, sur la durée, il n'y a pas vraiment de durée limite, hein. L'OMS conseille 2 ans. En fait, on a alors l'allaitement exclusif, hein, les 6 premiers mois avant qu'il y ait la diversification, et puis ensuite qui vient en complément effectivement de l'alimentation diversifiée qui est apportée ensuite. Et Sébastien, je sais que vous avez démarré une association qui s'appelle l'ONAV. Donc, j'imagine que l'ONAV, justement, encourage une grossesse et une alimentation végétale. Je fais effectivement partie de l'ONAV. Alors, pour remettre, c'est une association qui a été fondée par Florimond Peureux, qui donc réunit beaucoup de professionnels de la santé ou des chercheurs dans la nutrition. Et effectivement, on essaye d'accompagner au mieux les différentes périodes de la vie. La grossesse et l'allaitement en font partie. Un de nos membres, qui est le docteur Paco Magino, qui a fait une thèse de médecine pour essayer de créer un outil à destination des médecins et des personnes végétariennes et végétaliennes, donc qui s'appelle vgclick.com, qui a plusieurs, on va dire, objectifs. Le premier objectif, c'est de guider un petit peu le médecin qui sera en consultation. Donc, comment avoir des réponses rapides, entre guillemets, à donner à un patient végétarien ou végétalien sans rentrer dans les détails, mais de pouvoir donner les meilleurs conseils, effectivement, pour lui ou pour elle. Une partie professionnelle de santé pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, quand on a un peu plus de temps, qu'on est en dehors d'une consultation. Et une partie patient qui permet effectivement de donner, pareil, les meilleurs conseils en fonction des périodes de la vie, dont la grossesse et l'allaitement, et aussi pour la diversification. Donc là, par exemple, sur la page de la diversification alimentaire du nourrisson, on retrouve en fait les conseils des organismes français, alors qui sont pas forcément très adaptés. On a encore du travail en France à ce niveau-là, mais le travail est en cours, donc on espère bientôt pouvoir faire une mise à jour de ces recommandations. Et plus bas dans la page, on trouve un petit peu les différents conseils qu'on peut donner pour avoir une bonne diversification alimentaire du nourrisson. Sébastien, tu pourrais partager, est-ce que certaines formules commerciales peuvent être acceptables pour les femmes qui ne peuvent pas allaiter? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir 2 choses. Alors, je vais commencer par des mises en garde avant d'arriver aux solutions. On le dit souvent, mais il faut bien être clair là-dessus. Tout ce qui va être laits végétaux ou jus végétaux, c'est pas adapté pour les enfants, mais tout comme le lait de mammifère n'est pas adapté non plus pour les enfants. C'est important, ça on le rappelle un peu moins souvent, mais c'est important de le rappeler aussi, le lait de mammifère qui serait pas adapté donc pour les enfants non plus. Et après, il existe les préparations infantiles. Là, du coup, il y a une réglementation qui est claire là-dessus. Donc, on peut les utiliser pour les enfants. Il y a à la fois des laits infantiles, la plupart, alors notamment en France, sont souvent à base de protéines de riz et ensuite sont enrichis en nutriments pour permettre le bon développement du nourrisson. Merci, docteur Sébastien. Alors ensuite, on va faire un petit témoignage de grossesse avec Arsena Nagalingam. Alors Arsena, elle est créatrice de Boomin
et elle est végane depuis 10 ans, aussi maman d'un petit veggie. Et son histoire est très intéressante. Après une carrière d'ingénieure en informatique, elle s'est reconvertie comme praticienne en Ayurveda pour accompagner les personnes à prendre soin d'elles naturellement, en mêlant des diverses pratiques liées à cette médecine ancestrale. Archana, bienvenue. Merci. Alors, on va papoter un peu de nos grossesses. Alors, dis-moi, c'était quand même bien passé ta grossesse végane? Ah ouais, super. J'en garde un super souvenir. Il a déjà 3 ans, mon fils, et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Oui, oui, c'est clair que moi, j'ai quand même bien vécu ma grossesse. Il y a pas tout le monde qui a cette expérience, mais c'est clair que j'ai bien aimé quand même. Alors, Ashana, je sais que tu as une drôle d'histoire de ta tante. Est-ce que tu pourrais partager cette histoire? Oui, alors en fait, c'est au moment où j'ai commencé à allaiter. Ma tante, elle était persuadée que, pour que mon fils ait du bon lait, il fallait que moi, je boive du lait de vache. Elle était vraiment, à fond là-dessus. Elle disait: «Mais non!» Et pour elle, c'était vraiment grave. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Mais est-ce que les vaches boivent du lait pour allaiter leurs veaux?» Elle m'a regardée, elle m'a dit: «Bah non». J'ai dit: «Bah c'est pareil en fait». Et donc c'était assez rigolo et cocasse et voilà, ça m'a bien fait rire et je suis passée à autre chose, mais bon, c'est le genre de C'est remarque un peu, c'est drôle. C'est aussi tu es d'origine sri-lankaise et il me semble que tu as dit une fois qu'il y avait des traditions, par exemple ta famille t'apportait des choses à manger particulières et Ouais, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très relié aux traditions du Sri Lanka, de l'Inde, où toute la communauté apporte, une fois qu'on a accouché, des plats, très riches, très onctueux, beaucoup de choses sucrées. Et moi, je pouvais pas tout manger, mais c'était en même temps très gentil de leur part. Et en même temps, j'étais face à tous ces aliments. Donc c'est super, en fait, de pouvoir avoir, ces personnes autour et de compter là-dessus parce qu'on n'a pas tellement le temps de cuisiner. Mais après, voilà, ça répondait pas forcément à ce que moi j'aime manger, mais c'était chouette, quoi. C'était vraiment un bon moment de sentir ce soutien. ah, c'est clair. Et en fait, aux États-Unis, là où on vit actuellement, en fait, ça s'appelle Meal Train et c'est cette histoire que tes proches, en fait, t'amènent des choses à manger et en fait, on a utilisé un site et donc j'ai bien noté vegan et tout, mes préférences. Donc, c'était vraiment chouette. Ça, c'était vraiment une de mes choses préférées du quatrième trimestre, on va dire. Que c'était ces repas parce que moi, j'étais complètement genre en mode bébé. Mmh. Où suis-je? Qui suis-je? Quoi après avoir eu mon premier, enfin un bébé quoi. Et donc c'était vraiment génial d'avoir ces repas quoi. Mais c'est clair que pas tout le monde est, on va dire, d'accord avec cette histoire d'être vegan. Et j'aimerais bien savoir comment tu arrives quand les gens ont des approches un peu anti-vegan quand on est enceinte et tout. Comment tu traites ça? Beh, c'est vrai qu'au début, c'est un peu déstabilisant parce que nous-mêmes, on est beaucoup dans le questionnement. Après, comme moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais végane, j'avais vraiment pas de doute. J'avais lu pas mal de choses aussi sur le sujet et je m'étais bien renseignée. Et du coup, je l'ai bien vécu avec l'humour, avec des blagues un peu comme sur le lait, là où je renvoyais balader les gens et, et ça marchait comme ça. Mais c'est un peu lourd à la longue de se prendre des remarques. C'est clair qu'il faut être un petit peu armé mentalement, quoi. Oui, tout à fait. C'est bien d'être muni des faits et Mmh. genre des études et tout ça. Et c'est clair. Mon mari, il est vegan aussi, donc ça aide. Genre, si jamais je trouve pas les mots, il trouve toujours des mots. Et donc ça m'aide. Ça m'a aidé en tout cas. Mais on va parler donc des drôles de goûts. Hein. Est-ce que tu avais envie de fraises, comme on dit, pendant ta grossesse? Non, pas de fraises. Moi, j'ai eu une envie de mangue. Je crois que c'est parce que c'est mon fruit préféré. Et ce qui était rigolo, c'est que j'étais en vacances en Guadeloupe quand j'ai eu cette envie, et c'était pas du tout la saison des mangues.
malheureusement pour moi. Et ce qui était très sympa, c'est que comme j'avais un ventre visible de femme enceinte, tout le monde était adorable dans les épiceries. Ils nous disaient: «Ah, mais je sais que dans telle ville, à telle épicerie, il y a sûrement des mangues, vous allez pouvoir en trouver». Et du coup, on a dû faire, je sais plus combien de kilomètres en Chasse au voiture pour aller trésor, chercher. quoi. Exactement. Et c'était trop mignon. Et mon fils adore les mangues, donc je pense qu'il y a un lien. Ah ouais, non, mais tout à fait, moi j'y crois. Hein. Moi j'ai mangé beaucoup de pastèques, j'avais vraiment envie de fruits. Hein. La fin de ma grossesse, c'était en été, donc c'est clair que Mmh. genre, je mangeais une tonne de fruits il adore la pastèque, il adore des fruits et donc je pense quand même que ça joue aussi. J'ai essayé de boire beaucoup de smoothies verts et tout pour qu'il ait un goût pour les feuilles vertes, etc. Mmh. Et pour l'instant, c'est le cas, donc je suis contente. Mais donc on va parler donc justement d'allaitement. Hein, c'est beau et bien, mais c'est clair que parfois ça peut être difficile, voire très difficile. Alors parle-nous un peu de ton expérience. Je sais que tu as allaité, mais à un moment, tu as dû trouver une formule végétale. Est-ce que tu peux partager un peu ton expérience? Ouais, moi j'ai pu allaiter, j'ai eu de la chance jusqu'à presque 11 mois. Et j'ai adoré ça. C'était vraiment un bon moment, je trouve, de lien avec l'enfant. Et à un moment, en fait, je voulais continuer, mais mon fils se mettait à me mordre. Et du coup, je pense qu'il avait plus faim ou besoin d'autre chose. Et du coup, je me suis mise à essayer de tirer mon lait, etc. Mais je trouvais que c'était quand même difficile. Donc, j'ai cherché des formules véganes en France. Et je me suis confrontée au fait qu'à l'époque, il y a 3 ans, il y avait qu'une seule marque, il y a 2 ans plutôt, une seule marque végane qui était vraiment pas très bonne en goût, on va dire. Et même le petit, en fait, il aimait pas vraiment. Donc, c'était un peu difficile. Et après quelques mois, on a pu trouver enfin une autre marque. Et il y en a 2 autres qui sont sortis dans la foulée. Et c'est vrai que c'est un peu pauvre encore, je trouve, en offre et en tarif aussi. C'était pas donné au début. Donc voilà, c'était un petit moment de questionnement, de qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'était pas facile, quoi. Oui, c'est pour moi aussi, c'était pas facile. J'allaite toujours en fait mon fils, il a 11 mois. Et au début, vraiment, heureusement, j'avais le soutien de ma sage-femme ainsi que qu'une consultante en fait d'allaitement. On a consulté parce que ça me faisait très mal, c'était très difficile et genre après l'accouchement, c'était la partie la plus difficile. Mais j'ai quand même j'ai réussi à continuer et je vais partager plus tard les ressources, mais il y a la Laitier League en français aussi qui va pouvoir vous aider si jamais vous aimeriez allaiter ou vous allaitez et vous avez besoin de soutien. Parce que ça, c'est très important d'avoir le soutien parce que c'est pas toujours évident pour les femmes. Mais ce qui est bien, comme tu as dit, c'est qu'il existe de nos jours. Ça dépend où on est dans le monde, mais ça existe quand même des formules végétales. Mmh. Ce qui est chouette. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais bien partager à propos de ta grossesse végane? Non, bah, moi, un peu comme toi, je pense, c'était une partie où j'ai pas forcément changé mes habitudes de manger des fruits, des légumes, des légumineuses, tout ce que j'aime en fait, sans me priver, sans être dans l'excès et vraiment continuer d'avoir cette alimentation et de faire encore plus attention au sourcing des produits pour que ce soit des bons produits, pour que et j'avais presque envie d'être à la place de mon fils parce que je me disais mais c'est trop bien d'être nourri par une maman végane en fait, t'as plein de trucs chouettes dans ton corps dès la conception, quoi. C'est clair. J'adore cette conscience hein, qu'on a. C'est clair que quand j'étais enceinte et maintenant, comme j'allaite et aussi je donne des aliments à mon fils, je suis vraiment, je pense très conscientement à ce que je donne, à ce que je mange et je trouve ça magnifique parce que ça m'a aidé en fait. Moi, Ouais. avec mes habitudes encore plus, d'être vigilante et de penser à vraiment avoir l'arc-en-ciel dans mon assiette et à mettre l'arc-en-ciel dans la sienne, quoi. Ouais, et c'est chouette parce que je pense que ton fils aussi, mais moi, enfin, typiquement, il adore les légumes, chose qui est pas courante chez des petits enfants, quoi. Souvent, on entend à la cantine ou dans des trucs comme ça que les enfants mettent de côté ce genre d'aliments.
Et j'ai l'impression que le fait de très jeunes les avoir introduits à ce genre d'aliments, c'est super. Il faut réfléchir à ce qu'on donne dès le début et je pense que ça va aider aux enfants d'avoir un goût diversifié, on va dire. Mais merci Arsena d'avoir partagé ton histoire. Je suis ravie que tu aies eu cette grossesse magnifique et moi aussi, c'est clair que de parler avec toi, ça me fait plaisir et ça me fait revenir à ma grossesse. Ouais, pareil. C'est chouette d'avoir des copines véganes. Ouais, ça, c'est clair. On va passer à Anne-Marie avec les astuces et les besoins pour les femmes enceintes ou qui allaitent pour le faire etc. Alors, c'est à toi. Alors, merci beaucoup, Anne, pour ta présentation. On a vu que l'ONAV encourage une grossesse et un allaitement végétal, mais il y a aussi une très grosse association de professionnels de la nutrition qui encourage aussi les gens, les femmes, à aller vers une alimentation végétale, même en période de grossesse et d'allaitement. Et là, ici, je parle de l'Academy of Nutrition and Dietetics, qui est la plus grosse association de professionnels de la nutrition au monde. Alors, vous voyez ici qu'ils disent que le régime végétalien est adapté à toutes les étapes de la vie, donc autant au niveau de la grossesse, l'allaitement, même l'enfance, etc. On spécifie bien sûr que le régime végétalien, s'il est bien planifié, il est bénéfique pour la santé et fournit vraiment tous les nutriments nécessaires. Alors, le mot « bien planifié » est important. Alors, bien planifier une alimentation, ça ne veut pas dire de manger ça. Donc, il faut vraiment plutôt favoriser une belle diversité de végétaux les moins transformés possibles pour atteindre nos besoins. C'est pas compliqué. Docteur Demange en a parlé, qu'un des mythes importants, c'est le fer. Les gens pensent que c'est difficile d'aller chercher le fer pendant la grossesse. Et c'est un élément quand même important pendant la grossesse parce que les besoins sont beaucoup augmentés. Une femme, normalement, a besoin de 18 mg de fer et pendant la grossesse, on passe à 27. Le fer est très important pour faire l'hémoglobine, qui est un constituant du globule rouge pour aider au transport de l'oxygène. Alors, c'est vraiment vital. Et c'est très important aussi pour la croissance des bébés. Et la maman doit manger justement beaucoup de fer pour faire les réserves du petit bébé pour les 6 mois où il va être allaité. Et lorsqu'on pense aux sources de fer, bien sûr, souvent les gens pensent aux viandes rouges parce que quand même, oui, du fer, on parle de 4,8 mg par 120 grammes, mais je veux juste vous faire un rappel qu'en octobre 2015, donc ça date de longtemps, l'Organisation mondiale de la santé avait classé les viandes rouges comme cancérogènes probables. Et si on va sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, dans la section « Qu'est-ce qui fait que la viande rouge cause des risques au niveau des cancers », on lit la première phrase, c'est que la viande est constituée de multiples composants tels le fer héminique. On peut dire aussi le fer hémique. Le fer des végétaux est plutôt un fer non hémique. Et je vous dirais qu'il y a un avantage à manger du fer non hémique, c'est-à-dire que le fer non hémique, le corps va adapter son absorption en fonction de ses besoins. Donc, si quelqu'un a besoin de beaucoup de fer, le corps va absorber plus. Et si les besoins sont atteints, le corps va réduire l'absorption. Donc, ça veut dire que si on fait une orgie de lentilles, par exemple, si on mange trop de fer, le corps va réduire son absorption pour pas en absorber trop. Parce qu'on sait qu'un excès de fer peut être problématique. Ça peut causer du stress oxydatif et mener vers plus de maladies chroniques et dégénératives. Le fer hémique, pour lui, c'est ça qui est moins intéressant, c'est qu'on dit qu'il est moins bien régulé, c'est-à-dire que même si nos besoins sont atteints, le corps va quand même absorber l'excédent. Par contre, le fer non hémique, il faut savoir qu'il s'absorbe moins bien que le fer hémique. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens de rajouter la vitamine C avec le fer non hémique. À ce moment-là, ça va au moins doubler l'absorption et même plus. Petit rappel des sources de vitamine C, le poivron. Excellente source, mais les choux aussi. Et pour ce qui est des fruits, on a les fraises, les kiwis, les agrumes, qui sont d'excellentes sources. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'arrêter de manger de la viande rouge et plutôt passer
au poisson et à la volaille. Je voulais juste vous faire remarquer que les quantités de fer sont beaucoup moindres. Hein? On parle de 0,5 à 1,5 par portion. Et ça m'inquiète pour les femmes qui ne mangent que du poulet et du poisson dans leur vie. Bien, elles aussi risquent d'être carencées en fer. Et encore moins de fer, c'est les produits laitiers. On pourrait quasiment dire que c'est nul en fer. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est les personnes qui décident de devenir végétariennes et de remplacer les viandes par du fromage. Alors oui, on peut être carencé en fer si on est végétarien et on met beaucoup trop d'emphase sur les produits laitiers. Si par contre, on remplace les viandes rouges par des légumineuses, regardez la quantité de fer, c'est de 4 à 8 mg. C'est excellent comme source de fer. On a aussi les noix et graines, particulièrement les graines, et j'ai mis quelques excellentes sources de fer ici. Graines de citrouille, on parle de 5,6 mg, ce qui est excellent. Les graines de sésame, le chanvre, le chia ont autant de fer pratiquement qu'un morceau de viande. Il y a les légumes aussi qui ont de 1 à 4 mg de fer par tasse. Évidemment, les légumes verts en contiennent un petit peu plus, comme les épinards, par exemple. Et finalement, les grains entiers contiennent aussi du fer. Et il y a des sources exceptionnelles, comme l'amarante. Voyez-vous, 5,5, c'est excellent. Sinon, le quinoa ou les cousins du blé, comme l'épeautre et le kamut. Et si jamais vous voulez rajouter un petit peu plus de fer, il y a la mélasse verte qu'on appelle, la mélasse blackstrap, qu'on pourrait ajouter un peu ici et là dans son alimentation pour un petit excédent de fer. Alors, je voulais vous faire remarquer que le règne végétal contient beaucoup de fer. Alors, j'espère que le mythe de manger de la viande rouge pendant la grossesse va s'atténuer. Merci Anne-Marie. Je suis ravie que tu parles de l'amarante parce que c'est pas très connu et c'est délicieux. Moi, j'aime bien le faire en porridge, en fait, le matin. Je trouve ça excellent. Donc, merci d'en parler. Un projet ambitieux, la France se donne les moyens et innove en matière de développement d'alternatives végétales dans son offre alimentaire. Dans un communiqué de presse, le gouvernement français a annoncé la création d'Allinoveg, un ambitieux programme visant à développer une nouvelle gamme de produits à base de légumineuses tels que le pois et la févrole. Ce programme promet d'innover au niveau de l'offre de produits d'alimentation d'origine végétale. Dans le communiqué, il est précisé que le but est de proposer des solutions alternatives aux produits laitiers, saines et durables. Alors il paraît que les protéines animales ne font pas le poids. Ensuite, on va passer à le Dr Neil Barnard. On va parler d'une étude fascinante qui s'appelle The Farm. Alors, c'est à toi, Neil. Merci, Yann. La plupart des grossesses se passent très bien, mais parfois, il peut y avoir un problème et parfois, la solution peut être un simple changement de l'alimentation. Voici 3 maladies assez courantes. Les nausées durant la grossesse ont généralement lieu entre le 2e et le 3e mois de la grossesse et certains scientifiques pensent que ces symptômes sont un mécanisme de défense du corps contre les infections. Et voici pourquoi. L'ADN du bébé est à moitié celui de la mère et à moitié celui du père. Et c'est-à-dire que une moitié de cet ADN est étranger à la mère et théoriquement, le système immunitaire de la mère peut rejeter le bébé. Donc, pendant la grossesse, les hormones affaiblissent le système immunitaire de la mère afin qu'il ne puisse pas attaquer le bébé. Mais un système immunitaire affaibli rend la mère et le bébé vulnérables aux bactéries et aux virus. Donc, le corps a besoin d'une autre ligne de défense, une sensibilité accrue aux goûts et aux odeurs des aliments potentiellement contaminés. Et la viande est très souvent contaminée par des bactéries comme les salmonelles ou les E. coli. Et en fait, la première cause des nausées durant la grossesse est due à la viande. Donc, c'est
peut-être un mécanisme de défense, mais ça suggère aussi un traitement. Et lorsque les femmes évitent les produits d'origine animale, comme le poisson, comme le poulet, et comme d'autres produits à base de viande, parfois les nausées durant la grossesse disparaissent. Deuxième, l'après-éclampsie. Ce mot vient d'un mot grec, éclampsia, qui signifie un éclat soudain de lumière. Et en fait, c'est une hypertension artérielle qui se produit après la 20e semaine de grossesse. Mais si la tension n'est pas réduite, elle peut entraîner des convulsions. Et le rôle de la nutrition dans la pré-éclampsie a été découvert d'une manière inhabituelle. En 1971, des centaines de personnes en San Francisco cherchaient une vie meilleure et ils ont établi une communauté dans le Tennessee, au sud des États-Unis. Et ils l'ont appelé The Farm, c'est-à-dire la ferme. Et au fil du temps, la population a augmenté. Ils ont créé une maison d'édition de livres, une usine pour fabriquer le lait de soja. Et la plupart de la population suivait un régime végétalien. Et en 1987, des chercheurs ont noté une chose vraiment très remarquable. Dans la population mondiale, l'après-éclampsie survient dans entre 3 et 10% des cas. Mais à la ferme, sur 775 grossesses, il n'y a qu'un seul cas de pré-éclampsie, c'est-à-dire 0,1% des cas. Et plus tard, en 1989, des chercheurs ont noté une chose de plus. Sur 404 enfants suivis jusqu'à l'âge de 10 ans, la croissance et la santé en général étaient tout à fait normales pour les enfants. Troisième, le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel est similaire au diabète de type 2, sauf qu'il se produit dans la gestation et il peut entraîner une croissance excessive du fœtus à cause du taux élevé du glucose. Et même si elle arrive entre le 24e et 28e semaine de la grossesse et même s'ils disparaissent après l'accouchement, c'est en fait un signe avant-coureur d'une résistance à l'insuline et aussi d'un risque accru de développer le diabète de type 2 plus tard. Heureusement, les mêmes mesures qui se sont révélées efficaces contre le diabète de type 2 peuvent aussi s'appliquer au diabète gestationnel. Voici une cellule musculaire ou une cellule dans le foie et l'accumulation de petites particules de graisse microscopiques. Cette accumulation entraîne une résistance à l'insuline et le glucose ne peut pas entrer dans la cellule. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut éviter les produits d'origine animale et réduire aussi les huiles. Et ces particules de graisse commencent à disparaître et la résistance à l'insuline disparaît aussi. Et tout le monde est content. Donc, en conclusion, une alimentation saine aide à garder la mère et le bébé en bonne santé. Et voilà. Merci Neil. J'adore tes présentations. Alors ensuite, je vais partager quelques ressources pour les femmes enceintes ou pour les femmes qui veulent être enceintes. Alors, quelques ressources pour la grossesse. Alors, des livres en français, il y en a. Vegan sans carence. Et puis aussi bébé veggie. Alors vegan sans carence, c'est plutôt des astuces. Le bébé veggie, c'est plutôt des recettes, etc. Mais ce sont 2 livres en français formidables. Et puis aussi, on a d'autres livres, veggie et enceinte, je mange quoi?
et Enceinte et végétarienne. Ce sont 2 livres qui pourront vous aider aussi dans cette démarche. Alors, il y a quand même une tonne de livres en anglais. Il y a The Kind Mama de Alicia Silverstone, ainsi que Holistic Guide to a Vegan Pregnancy. Ensuite, on a Pregnancy, Children and the Vegan Diet. C'était du docteur Michael Clapper. Ça se trouve toujours, mais c'est plus difficile à trouver. Et puis, il y a Nourish de Brenda Davis, qui est formidable et j'adore la couverture. Ensuite, il y en a encore Your Complete Vegan Pregnancy et Vegan Pregnancy Survival Guide. Il existe aussi un podcast, aussi en anglais, si jamais vous parlez anglais. Pour l'instant, on n'a pas encore en français, mais je croise les doigts. Le Vegan Pregnancy Podcast de Maya Bach. Ensuite, le Laitier League France. Si vous voulez allaiter, c'est une ressource très, très importante. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de soutien, c'est clair qu'il y a beaucoup de questions et la Laitier League, c'est international et c'est quand même formidable. Il y a d'autres ressources. Vegan Pratique. Il y a des pages qui peuvent vous aider quand vous êtes enceinte sur ce site. Il parle de la grossesse, mais aussi de l'allaitement. Et puis, on a des ressources de PCRM, le comité des médecins. Et il y a une page qui partage l'information sur la grossesse ainsi que l'alimentation végétalienne pour le diabète pendant la grossesse, comme on a vu avec Neil. Alors, si on a des nausées, c'est clair que le gingembre, ça aide beaucoup. Alors, pourquoi pas des biscuits de gingembre? Et Noémie, elle a une super recette. C'est à toi, Noémie. Dans un saladier, venez déposer 60 g de flocons d'avoine que vous aurez mixés auparavant, 80 g de farine de blé ou de riz, selon votre choix, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de gingembre en poudre, puis une cuillère à café de cannelle en poudre. J'ajoute également du sel, puis 60 g de sucre de canne. Je viens mélanger le tout au fouet. Petite astuce sucrée, ajoutez de la purée d'abricots qui consiste tout simplement à faire revenir 50 g d'abricots secs dans de l'eau chaude pendant une demi-heure puis mixer le tout. J'ajoute ensuite 60 g de beurre de noix de cajou, puis une cuillère à café d'extrait de vanille et une cuillère à soupe de lait de soja ou de lait d'avoine, celui que vous préférez. N'hésitez pas à y mettre les mains puis à mixer le tout pour obtenir une belle pâte. Venez ensuite former vos cookies en les posant sur une plaque de cuisson. Vous en obtiendrez à peu près 6 ou 7. Déposez-les au four à 180 degrés pendant 15 minutes et vous obtiendrez un superbe cookie sucré et sans huile. Merci Noémie, ça donne de l'eau à la bouche. Alors, ensuite, on va parler avec le docteur Nadège Blot. Elle est médecin généraliste focalisée en pédiatrie et qui travaille actuellement dans la protection de l'enfance. Nadège a aussi fait sa thèse sur la diversification alimentaire chez l'enfant avec une alimentation végétalienne et elle fait partie de l'ONAV aussi, l'Observatoire national de l'alimentation végétale. Bienvenue Nadège. Merci de m'accueillir. On est ravis. Alors, dis-moi un peu, donc, quel est ton parcours et on va te poser plein de questions après. Ça marche. Mais du coup, j'ai fait donc des études de médecine classique après le baccalauréat et j'ai donc décidé de devenir médecin généraliste, mais en faisant un petit peu plus effectivement de pédiatrie, que ce soit pendant l'internat. Et puis effectivement, après avoir eu mon doctorat, de m'orienter encore plus spécifiquement vers la protection de l'enfance. Et donc pendant mon internat, j'ai fait ce qu'on appelle un diplôme interuniversitaire sur la santé de l'enfant. Et après avoir eu mon doctorat, j'ai fait un diplôme universitaire de nutrition, même si j'avais déjà fait ma thèse avant sur la diversification du coup alimentaire chez l'enfant avec une alimentation végétalienne. Je voulais encore plus acquérir des connaissances et des compétences en nutrition dans ce domaine, ça m'intéressait beaucoup. Génial, c'est fascinant en tout cas. Et en fait, pour commencer,
Je sais que tu connais bien le DME. Est-ce que tu pourrais décrire ça et dire aux gens s'ils ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Donc du coup, la DME, c'est la diversification menée par l'enfant. Donc c'est en fait le fait de proposer des aliments solides et sans risque d'étouffement à l'enfant en fait qui va choisir et qui va manger avec ses propres mains. Donc c'est quelque chose, par contre, qui nécessite quand même quelques prérequis. Généralement, on va commencer à l'âge de 6 mois parce que l'enfant, il faut qu'il puisse s'asseoir sans soutien, il faut qu'il puisse attraper facilement les aliments avec ses doigts et qu'il ait une mastication efficace. Le fait d'avoir des dents, c'est pas du tout nécessaire, mais qu'il puisse effectivement mâcher correctement. Et c'est quelque chose après voilà, qui est pas du tout obligatoire, mais qui peut être fait si les parents aussi sont prêts, parce que ça peut leur faire peur. Parfois ils ont peur du risque d'étouffement, ce qui est pas forcément quelque chose en plus qui arrive souvent, c'est juste quelque chose qui peut faire peur de donner des morceaux à des bébés à cet âge-là. Et puis ça va être salissant. Donc ça c'est aussi une contrainte que les parents doivent être conscients qu'il peut y avoir. Et puis avoir la peur aussi que l'enfant ne se nourrisse pas suffisamment, puisque c'est lui qui va choisir, c'est lui qui va maîtriser. Mais justement, en fait, ça permet à l'enfant de maîtriser sa satiété, comme un enfant qui, en fait, au début est allaité et qui va de lui-même arrêter de boire. Et bien là, ça va être la même chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ça permet aussi de développer au niveau du développement psychomoteur avec les différentes textures, les différentes couleurs. Et puis, ça peut être aussi pratique parce que ça permet d'avoir des repas quasi identiques avec les membres de la famille, toujours adaptés, bien sûr, à l'enfant, à son âge. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant si les parents sont prêts à le faire. Oui, tout à fait. Et c'est clair que dans ma famille, comme on fait ça, on mange beaucoup moins de sel et de sucre parce que comme on donne les mêmes choses à notre fils, c'est clair que je cuisine sans sel et sans sucre pour que je puisse lui donner ça. Et puis, ça nous aide à manger mieux avec mon mari. Génial. Nadège, j'avais une question pour vous par rapport à l'introduction des aliments. Souvent, les gens nous posent la question, par quel aliment on doit commencer? Est-ce qu'il y a une séquence spéciale à suivre pour l'introduction des aliments? Alors actuellement, non, il n'y a plus de séquence, il y en a eu pendant très longtemps, et même, enfin il n'y a pas très longtemps, même pendant mes études, on introduisait le même aliment plusieurs jours de suite, tout seul, pour vérifier que l'enfant l'acceptait bien, qu'il n'y avait pas d'allergie ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Au contraire, en fait, l'intérêt, ça va être de varier justement les aliments tous les jours pour faire découvrir en fait une palette de saveurs différentes. Il y a vraiment aucun ordre à tenir. Après, parfois, ça rassure les parents de se dire on va commencer par les légumes, puis par les fruits, et après, généralement, ils introduisent tout le reste. Mais en soi, c'est pas du tout une obligation et on peut tout à fait introduire les féculents, enfin les céréales, les légumineuses, les oléagineux, au contraire, dès le début, sans aucun problème. C'est vrai que souvent, on entend ça, que c'est mieux de commencer avec les légumes que les fruits parce que les fruits sont plus sucrés, puis à ce moment-là, les enfants ne voudront pas manger des légumes après les fruits. Mais ça, c'est un mythe, ça aussi, hein, j'imagine. Oui, complètement. L'enfant, de toute façon, dès lors qu'il va ensuite, donc même si on commence par les légumes et qu'ensuite on introduit les fruits, s'il le préfère, eh ben ça sera toujours pareil. Donc non, au contraire, il n'y a pas forcément d'impact. Après, ça va être bien sûr de s'adapter à l'enfant, à son rythme, lui à ses découvertes et aussi à ses préférences, même s'il faut parfois plus de 10 fois faire goûter un aliment plus de 10 fois à un enfant. Pour qu'il puisse vraiment connaître les saveurs et pouvoir déduire s'il aime ou il aime pas. Mais effectivement, c'est un mythe. On peut vraiment tout introduire dès le début, sans aucun ordre. Et au contraire, la variété, ça permet vraiment de développer les saveurs et de permettre en fait qu'ils puissent apprécier vraiment tous les types d'aliments sans aucun souci. Mais après 6 mois là, d'allaitement, le bébé se réserve de faire sont vraiment à plat. Est-ce que vous recommandez à ce moment-là des bonnes sources de fer, justement, au début, dans l'introduction?
Ah bah complètement, et d'autant plus avec l'alimentation végétalienne, de pouvoir commencer avec des sources riches en fer, associées, comme vous l'aviez dit, à des aliments riches en vitamine C. Et donc ça, effectivement, on va l'avoir déjà dans dans légumes, dans les légumineuses, les oléagineux. Donc ça va être extrêmement important. Donc d'autant plus, si on peut ne pas trop retarder l'introduction de ces aliments-là, c'est vraiment important. Moi, je suis curieuse. Tantôt, quand Anne et Archana ont partagé leur histoire, ils disaient que si on donne des légumes verts, si on mange beaucoup de légumes verts en grossesse et on mange des légumes verts pendant l'allaitement ou d'autres aliments, est-ce que c'est vrai que ça peut faire en sorte que le bébé va être moins difficile, va apprécier davantage ces aliments-là plus tard? Alors, j'ai pas lu d'études sur le sujet, donc ça va être en tout cas ce que j'ai pu en apprendre, c'est que l'alimentation durant la grossesse, elle va influencer le goût du lait maternel. Donc forcément, si un enfant allaité, il va être influencé dans ce sens-là. Donc c'est tout à fait possible que par la suite, quand il goûte l'aliment solide en question, qu'il y soit plus sensible et qu'il le connaisse déjà et donc l'apprécie davantage. Et aussi, il y a quand même des formes des aliments à prendre en compte, n'est-ce pas? Par exemple, quand le bébé est plus âgé, il peut quand même avoir des petits. Et puis au début, il faut que le bébé puisse le prendre dans la main, non? Est-ce que tu pourrais en parler un peu de ça? Oui, complètement. Oui, il faut que ce soit, effectivement, pour la diversification menée par l'enfant, il faut que ce soit des aliments qui puissent attraper, bien tenir en main, qui s'émiettent pas non plus. Donc ça va être par exemple des bâtonnets de concombre, ça va être des rondelles de betterave, des fleurettes de brocoli, des choses vraiment pratiques. Pour les fruits, ça peut être des morceaux de pastèque, des morceaux de melon, des bouts de banane, et puis ça peut être du pain complet, donc il va pouvoir le tenir, des pâtes cuites, qui peut vraiment, pareil, tenir avec ses doigts, du riz qui tient bien. Donc effectivement, c'est pour éviter vraiment le risque d'étouffement. Donc ça va être, après, c'est la même chose, toujours éviter les aliments durs, ronds, avec lesquels il peut s'étouffer. Mais effectivement, c'est vraiment des choses, il faut qu'il puisse bien les prendre en main. Oui, et parfois ça peut glisser. Une chose que je fais avec mon fils, c'est que par exemple avec une banane, je vais quand même garder la peau en fait au milieu pour qu'il puisse le prendre, et puis il y a donc les deux bouts qu'il peut manger, mais sinon ça glisse un peu partout. Et comme tu as dit tout à l'heure, je peux confirmer, quand on fait le DME, il y a des aliments partout dans la cuisine. Partout. Ouais. Alors Nadège, est-ce que tu pourrais parler de la complémentation en B12 par exemple? Oui. Du coup, en fait, dans l'alimentation végétalienne, la vitamine B12, elle va pas être retrouvée dans l'alimentation, et donc effectivement, il va falloir complémenter l'enfant dès le début de la diversification alimentaire. Alors, que l'enfant soit allaité ou ait une préparation infantile, il faudra le faire. S'il est allaité, il en aura. Dans les préparations infantiles, il y a aussi de la vitamine B12, mais les apports vont diminuer progressivement, et donc les apports en vitamine B12 également. Et donc c'est vraiment important de pouvoir complémenter l'enfant dès le début de la diversification alimentaire. Donc après, il y a différents types, et en fonction des pays, il va y avoir soit via la voie médicamenteuse ou des compléments alimentaires. Mais c'est extrêmement important parce que effectivement, si on le fait pas, il peut y avoir vraiment une incidence sur le développement neurologique, sur la croissance de l'enfant, et il n'y a aucun risque de surdosage. Donc c'est vraiment très très important dès le début, dès qu'on commence à diminuer l'apport d'alimentation, de l'alimentation lactée, de pouvoir complémenter l'enfant. Et ça vaut aussi bien sûr sur la vitamine D, mais ça concerne tous les enfants, et ça peut aussi, en fonction des préparations infantiles qu'on prend, concerner l'iode également. Tout à fait. Merci Nadège, c'est vraiment très pratique et fascinant d'ailleurs. Alors merci à tout le monde d'être venu à Amundsen, on est ravis que vous soyez là. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, le comité des médecins, et puis on vous dit à la prochaine fois. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Amundsen. Les protéines sont utilisées pour réparer les cellules du corps et pour fabriquer des hormones et des enzymes.
Et des chercheurs de Harvard ont fait une étude pour comparer les protéines végétales aux protéines animales. Il se peut que les protéines végétales aient des effets métaboliques en elles-mêmes qui soient plus favorables que les effets métaboliques des protéines animales en elles-mêmes, c'est-à-dire par les acides aminés que ça incorpore. Mais c'est probablement pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qui va avec les protéines elles-mêmes. Parfois, ça a été oublié, mais il y a toujours... Toutes les populations, historiquement, se sont développées avec des ressources sur des légumineuses, quoi. La définition actuelle d'une protéine de grande qualité, on tient compte pour cette définition-là de la quantité de protéines et aussi du profil en acides aminés. Mais cette définition-là est plutôt trompeuse. Mais après, avec les années, je suis devenue végane. Je suis devenue végane dans le 2010. Du coup, tout ce que j'avais appris à faire dans la cuisine italienne, on dit traditionnelle, j'ai juste végétalisé. Là, il y a une pizza margherita et la pizza avec le pesto. Le marché des protéines d'origine végétale est un marché en pleine expansion et devrait croître à un taux de 14% par an d'ici 2024. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.